Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 9. Migration climatique, bientôt les embouteillages, avec Marine de Guglielmo-Weber, Najat Vallaud-Belkacem et Paloma Moritz à la modération. Bienvenue à ce nouveau procès du siècle pour cette troisième saison qui convoque les luttes pour les droits humains et les droits du vivant. Donc c'est une saison qui explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète, tout simplement. Ce soir, sur le banc des accusés, les États coupables d'inaction climatique, les murs aux frontières, les politiques sécuritaires et je pourrais continuer la liste encore longtemps. Vous avez peut-être vu l'intitulé de ce procès. Donc c'est migration climatique, bientôt les embouteillages, point d'interrogation. Alors je dois vous avouer que je ne suis pas fan de cette idée d'embouteillage, comme je ne suis pas à l'aise avec des termes comme vague migratoire ou tsunami migratoire, parce que aujourd'hui ce sont les vrais tsunamis qui obligent des personnes à partir de chez elles contre leur volonté. Bref, il faut le dire, le sujet dont on va parler ce soir n'est pas facile à appréhender. Et il y a aujourd'hui beaucoup de fantasmes sur les migrations climatiques qui parfois peuvent être instrumentalisés par l'extrême droite, par exemple, et favoriser encore le repli sur soi. Et ce qui est absurde, c'est qu'en réalité, peu de personnes comprennent de quoi on parle quand on parle de migration environnementale. Et c'est normal, comme vous allez le voir, c'est complexe, mais c'est aussi passionnant. Est-ce que vous savez, par exemple, combien est-ce qu'il y a de réfugiés climatiques aujourd'hui dans le monde ? Techniquement, il va y en avoir 0. Parce que le statut de réfugié climatique, il n'est pas reconnu par le droit international, ni par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc pour le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, il faut plutôt parler de personnes déplacées par les catastrophes naturelles et le changement climatique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des personnes forcées de partir de chez elles à cause des effets du dérèglement climatique, donc inondations, sécheresse, montée des eaux, ne quittent pas leur pays. Elles se déplacent à l'intérieur de celui-ci. Et c'est pour ça qu'on parle de déplacés climatique. Alors évidemment, comme le changement climatique s'aggrave de plus en plus, eh bien, il devient un moteur de migration de plus en plus puissant. En 2022, par exemple, le nombre de personnes qui ont été forcées de migrer à l'intérieur de leur pays à cause de catastrophes naturelles a presque doublé et atteint le chiffre record de 32,6 millions. Les chiffres de la Banque mondiale prévoient 260 millions de déplacés climatiques en 2030 et jusqu'à 1,2 milliard en 2050. Mais en fait, là où ça se complique encore, c'est que même ces chiffres, on n'en est pas vraiment sûr. Parce que les raisons de la migration, elles sont souvent multiples. Les migrations provoquées par le changement climatique, elles entrent dans des dynamiques migratoires plus globales qui peuvent être liées à des conflits ou autres. C'est donc pas très facile de suivre les migrations climatiques, encore moins de les prévoir ou de les comptabiliser. Malgré tout, face à ces millions de personnes qui sont forcées de migrer aujourd'hui, la principale réponse dans le monde, en Europe et récemment en France, c'est d'ériger des murs. Alors ce soir, on va se demander ensemble ce qu'impliquent vraiment les migrations climatiques. Quelles sont les pistes possibles pour les atténuer et pour protéger un maximum de personnes et comment réfléchir à des politiques publiques un tant soit peu intelligentes et à la mise en place d'une gouvernance mondiale sur ces questions. Les enjeux étant posés dans les grandes lignes, je me permets de me présenter rapidement. Je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice, je travaille pour un média qui s'appelle Blast, principalement sur l'écologie. Pour échanger ce soir, j'ai donc le plaisir d'accueillir nos deux intervenantes que je vous demande d'applaudir, Marine de Guglielmo-Weber et Najat Vallaud-Belkacem. Alors,
Marine de Guglielmo-Weber. Vous êtes chercheuse au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité de l'IRIS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et vous êtes aussi directrice scientifique de l'Observatoire Défense et Climat. Vous travaillez sur les enjeux stratégiques et sécuritaires qui sont liés au dérèglement climatique. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes directrice France de l'ONG One, qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables, donc principalement en Afrique. Et vous êtes aussi présidente de France Terre d'Asile. Et je le rappelle, mais je pense que la plupart des personnes dans la salle le savent, vous avez été ministre des droits des femmes, mais aussi ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pendant la présidence de François Hollande. Je vais commencer avec vous, Najat Vallaud-Belkacem. Donc récemment, en France, la loi immigration de Gérald Darmanin a été votée. Elle est dénoncée par la plupart des ONG comme une grave atteinte à l'état de droit et aux droits des personnes exilées, mais elle a réjoui Marine Le Pen, qui la voit comme une victoire idéologique du Rassemblement national. Et plusieurs mesures sont tellement dures qu'elles risquent d'être censurées ce jeudi par le Conseil constitutionnel. Et évidemment, il n'y a pas un mot sur les migrations climatiques dans le texte, ni sur les questions écologiques d'ailleurs. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous poser cette question. Comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un débat en France sur les questions des migrations climatiques dans un tel contexte de repli sur soi et puis de racisme aussi, il faut bien le dire? Bonsoir, merci Paloma, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. D'abord, malheureusement, le constat que tu fais pour la France en prenant l'illustration de cette loi, il vaut pour la plupart des pays européens qui nous entourent, puisque, vous l'avez compris, le climat, pour le coup, est quand même beaucoup plus à la réponse sécuritaire, au renfermement, au fait d'ériger des murs, en effet, et même au risque d'aller droit dans le mur, parce qu'il y a des phénomènes mondiaux qu'on ne pourra pas se contenter simplement d'éviter ou d'empêcher par ces murs, et on le sait bien, et tu as bien fait d'évoquer le nombre de morts sur les chemins de l'exil. Tu as parlé de 26 000 morts depuis 2014 en mer Méditerranée. Si on prend toutes les routes de l'exil, c'est 51 000 morts depuis 2014 en réalité. Donc en fait, plus on érige des murs, plus on rend compliqué certains trajets et plus les gens empruntent des trajets plus durs, dans lesquels ils sont encore plus vulnérables à toutes sortes d'attaques, de violences. Et on a tous en tête notamment la traversée par le désert et la Libye, qui conduit de nombreuses personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe à être victimes de traite, à subir des horreurs avant d'arriver chez nous. Donc en fait, la question primordiale, j'allais dire, c'est celle de la dignité des politiques que l'on conduit. Mais ensuite, la deuxième question derrière, c'est en effet notre capacité d'anticipation et de réflexion raisonnée du monde dans lequel on vit et du fait qu'à un moment donné, on aura quand même besoin de coopération. Parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir se refermer à l'intérieur d'un seul pays. Et on l'a vu, on parle là du changement climatique, mais on l'a vu au moment du Covid, une pandémie, ça ne s'arrête pas à une frontière. Donc, si on est dans cette interaction permanente et dans cette interdépendance permanente, je pense que la seule réponse raisonnable des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, au lieu de chercher à faire refluer les gens qui cherchent à venir chez vous, c'est de se demander comment est-ce qu'on construit un monde plus soutenable. Et donc, on va aborder tout à l'heure les solutions pour s'adapter à ce changement climatique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut qu'être inquiet de la nature des réponses et se dire qu'il faut vite qu'on prépare un autre projet. Comme vous l'avez dit, on va y revenir un petit peu plus tard, mais avant, avec vous Marine, j'aimerais qu'on voit comment est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête aujourd'hui quand on parle de migration climatique. J'ai essayé de donner quelques informations en introduction, mais vous êtes bien plus experte que moi. Oui, merci beaucoup Paloma, et je tiens juste au début de mon intervention à remercier le MUCEM pour cette invitation à intervenir sur un sujet vraiment crucial, et je perçois et j'apprécie toute la portée symbolique du fait d'en parler ici. Donc effectivement, quand on parle de migration climatique, on entend en fait assez simplement tout déplacement volontaire ou forcé qui va advenir dans un contexte de changement climatique. Et donc je rappelle que ce contexte de changement climatique, c'est celui d'une augmentation de la température moyenne globale vis-à-vis de la période pré-industrielle, qu'on situe aujourd'hui malheureusement à 1,7 degrés. C'est un jalon qu'on est en train de franchir. C'est aussi la perspective future d'un franchissement du jalon des 3 degrés. Ça, c'est vraiment des jalons qu'il faut avoir en tête, et c'est cette augmentation de la température moyenne globale qui produit aujourd'hui, qui multiplie et qui intensifie les catastrophes, les aléas environnementaux. Et ce sont ces mêmes aléas environnementaux qui vont être en fait producteurs, exacerbateurs d'insécurité humaine dans le monde.
Et il y a aussi des tendances qui sont très difficiles à détecter si on les regarde pas, c'est-à-dire qu'en fait on sait qu'au Bangladesh, à cause de l'érosion des côtes et de la montée des eaux, il y a énormément de déplacements internes. Déjà aujourd'hui, c'est vraiment un peu le pays qui est cité en exemple quand on parle de migration climatique. Et en faisant des recherches sur la loi immigration et les demandes d'asile en France, je me suis rendu compte récemment, par exemple, que en fait les Bangladais étaient le deuxième groupe le plus important à faire des demandes d'asile en France. Donc ça représente, c'est pas énorme, ça représente 10 000 demandes d'asile sur 131 000 enregistrées en 2022, le premier groupe étant les Afghans à cause de la prise de pouvoir des talibans en 2021. Mais on voit qu'il commence à y avoir en fait des tendances comme ça qu'on ne va pas forcément lier aux questions climatiques et donc repérer. Est-ce que on est capable aujourd'hui, parce je parlais en introduction du chiffre de la Banque mondiale de 1,2 milliard d'ici à 2050, est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui en fait de voir comment va évoluer la situation dans les années à venir et de la comptabiliser? Absolument pas. Et donc effectivement, ce type de projection, 200 millions, 250 millions à tel ou tel horizon, en fait, ce sont des projections qui sont fondées sur une méthodologie pas forcément très fiable. En fait, on prend les zones à risque que je vous ai montrées et on part du principe que l'ensemble de la population située sur ces territoires à risque va finir par migrer. Donc voilà, méthodologiquement, c'est pas très solide. En fait, il nous manque pas mal de données pour faire ce type de projection. Déjà, comme je vous le disais, on n'a accès qu'aux chiffres des déplacements internes. Et généralement, ces chiffres, ils sont extrapolés à partir d'observations qui vont être faites sur des projets très définis dans le temps. Et géographiquement aussi, on va observer les déplacements sur 1, 2, 3 années et on va extrapoler par la suite. Donc déjà, on manque de données sur le long terme et à grande échelle pour faire des projections solides. Et puis le deuxième élément, qui est peut-être le plus important et qui peut-être va rajouter une touche d'espoir à nos discussions un peu déprimantes, c'est que l'élément principal qui nous manque pour faire ces projections, c'est qu'on ne sait pas quelles vont être les politiques d'adaptation sur les territoires concernés. Alors il y a également l'atténuation. Malheureusement, je pense qu'on sait où vont les politiques climatiques d'atténuation. Ouais, donc atténuation, traduction, c'est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Oui, excuse-moi. Mais Donc là, malheureusement, les projections sont pas forcément les plus optimistes. J'espère qu'on va réussir à changer la donne, mais en tout cas, pour ce qui est de l'adaptation, on n'a aucune idée des politiques territoriales, locales, qui vont être mises en place dans chaque État, même dans chaque communauté, à l'échelle des régions. Et ça, c'est l'élément principal qui va déterminer si les populations vont considérer que leur territoire est toujours habitable ou s'il va falloir se déplacer. Pour justement mieux comprendre ce qu'implique l'immigration climatique, mais aussi les incarner, j'appelle à la barre un premier témoignage. Je m'appelle Marion et samedi, j'ai participé à la commission d'enquête. Aujourd'hui, je serai pour vous Amina, 28 ans, et je suis somalienne. La Somalie est un petit pays frontalier du Kenya qui se trouve sur la corne de l'Afrique. Une guerre civile y sévit depuis plus de 30 ans. Elle a commencé avant ma naissance et elle fait encore rage aujourd'hui. Mes parents ont tenu bon. Longtemps. Ils ne voulaient pas quitter leur terre. Mais en 2011, ils n'ont plus eu le choix. Ils se sont résolus à partir. Cela faisait plus de 2 ans qu'aucune goutte de pluie n'était tombée dans la région. Les sols étaient si secs que plus rien ne poussait. Nous n'avions plus rien à manger. Nous avons traversé la frontière et nous sommes allés trouver de l'aide au camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya. Nous avons espéré, à notre arrivée, que nous ne resterions pas longtemps, que les conditions climatiques changeraient et que, d'ici quelque temps, nous pourrions rentrer chez nous. Mais nos espoirs s'amenuisent au fil des années. Les saisons sont devenues imprévisibles et le pays fait face à des cycles de sécheresse et d'inondations qui rendent les sols toujours aussi infertiles. Il n'est pas possible de se cacher de la faim, et je sais maintenant qu'il faudrait un miracle pour que les récoltes reprennent. Alors voilà, nous habitons Dadaab depuis plus de 10 ans. C'est le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui s'occupe de nous. À notre arrivée dans le camp, ils nous enregistrent, ils prennent nos empreintes, nos photos, et scannent même l'iris de nos yeux. Ils nous donnent alors une carte très technologique, avec un code barre. C'est comme une carte d'identité, qu'il ne faut surtout pas perdre ou se faire voler. À chaque distribution, on doit la montrer. Parfois, on scanne à nouveau nos iris ou nos empreintes. Ils voient nos informations dans leur système informatique et nous donnent nos rations alimentaires pour le mois. Céréales, légumineuses, huile végétale et farine enrichie. Il y a aussi une distribution de produits d'hygiène. Il ne faut pas la rater si on veut obtenir du savon ou un nouveau seau pour se laver. Notre statut de réfugié HCR ne nous donne pas le droit de travailler au Kenya. Alors les distributions, c'est tout ce qu'on a.
et elle diminue. La vie ici est d'un ennui mortel. Pourtant, je garde toujours un espoir de quitter un jour cet endroit, comme mon cousin Osman. Il a été sélectionné par le gouvernement américain pour obtenir l'asile aux États-Unis. Chaque année, l'ambassade américaine sélectionne 1000 personnes dans notre camp. Moi, je postule tous les ans et j'essaye d'apprendre l'anglais par moi-même pour maximiser mes chances d'être sélectionnée. Je sais qu'elles sont très minces, mais c'est moins dangereux que de partir en Europe, en suivant la route de la Libye. En tant que femme, c'est bien trop dangereux pour moi de suivre cette route. Moi, je vais rester ici. Et je n'ose même plus me demander combien de temps va durer cette vie totalement vide, sans nourriture suffisante, sans activité, sans travail, sans avenir et sans rêve. Merci beaucoup. Alors justement, en lien avec le témoignage qu'on a entendu donc de Amina, il y avait aussi cette question des risques qui sont pris en particulier par les femmes sur ces routes migratoires. Donc je convoque du coup votre pièce à conviction Marine, donc que je vais décrire rapidement, donc qui est un dessin de Paola Salibi qui illustre un article du New York Times de août 2021, et on voit une femme qui tient son enfant et qui est un peu entourée d'un chaos pas possible parce qu'elle est à la fois submergée par des vagues, on voit un arbre en feu derrière, un pot qui se casse sur sa tête, et vous me disiez quand on s'est parlé pour préparer cette rencontre que voilà, pour vous c'était très important aussi de mettre en avant le fait que les femmes, en fait c'était un facteur de risque supplémentaire pour les femmes de prendre des routes migratoires aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, en relations internationales, on parle beaucoup sur la question climatique du concept de responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des États ont une responsabilité dans les changements climatiques, mais que cette responsabilité, elle est différenciée selon les États, et notamment les grands États industriels ont une responsabilité beaucoup plus forte. Et généralement, les États qui sont le moins responsables des changements climatiques sont malheureusement les plus frappés. Et ben, en fait, moi j'aime bien reprendre cette notion-là pour l'appliquer à la question du genre, parce qu'effectivement, ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes sont les plus vulnérables face au changement climatique, tout en étant les moins responsables. On sait que les femmes ont beaucoup moins accès à tout le capital liées aux industries fossiles, toutes les opportunités économiques, ce qui fait que très majoritairement, et en tout cas historiquement, la responsabilité climatique est très largement portée par la population masculine. Et en fait, quand on regarde en termes de sécurité humaine et de vulnérabilité, on se rend compte que les femmes sont infiniment plus vulnérables face aux effets des changements climatiques. Déjà, dans le cadre d'une catastrophe, on sait par exemple que les femmes et les enfants ont 14 fois plus de chances de mourir dans le cadre d'une catastrophe naturelle, pour plein de raisons liées en fait aux inégalités de genre, c'est-à-dire que généralement elles ne disposent pas des compétences ou des savoir-faire qui leur permettent de survivre, typiquement savoir nager dans le cadre d'une inondation. Les femmes ont généralement beaucoup moins accès à ce savoir-faire, ou rien qu'avoir eu accès à une éducation et avoir eu accès à de l'alphabétisation. Quand on ne sait pas lire les instructions, quand on ne sait pas collecter l'information essentielle à la survie, on se retrouve en fait beaucoup plus en danger, avec une mortalité beaucoup plus forte donc des femmes dans le cadre des catastrophes naturelles. Et donc après, effectivement, plus précisément sur la question des déplacements, malheureusement, la situation de déplacement dans le cadre d'une catastrophe environnementale exacerbe toutes les vulnérabilités qui malheureusement pèsent sur les femmes. Mais aussi des minorités, c'est-à-dire que vous parliez aussi des personnes LGBTQIA+. Exactement, l'ensemble des minorités de genre. Malheureusement, on a beaucoup moins de recherches scientifiques aujourd'hui disponibles sur les populations LGBTQIA+, mais en fait, le socle de vulnérabilité est le même, c'est toujours des discriminations, des marginalisations fondées en fait sur le système de genre. Par exemple, dans le cadre d'un déplacement, beaucoup plus de chances de subir des violences sexuelles et sexuelles, et puis beaucoup moins d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Donc, ça va aller de la protection hygiénique à l'accompagnement des grossesses, en passant par la contraception. Pour les personnes trans, ça peut être aussi l'accès à l'hormonothérapie. Enfin voilà, plein de choses, un panel vraiment très large de services de santé essentiels auxquels ces populations n'ont plus accès, avec bien sûr également le fait
que les filles sont bien plus souvent déscolarisées. Enfin, tout ça, ça montre en fait que on a une population qui est ciblée, qui est beaucoup plus vulnérable face au changement climatique, les minorités de genre, alors même que bien, ce sont encore une fois les personnes qui sont les moins responsables et qui en plus sont les moins représentées dans les arènes politiques à toutes les échelles sur la question climatique. Oui, et ceci explique aussi peut-être cela, c'est-à-dire que c'est jamais pris en compte, on voit bien, et on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux au moment de la COP28 où on voyait tous les négociateurs, et je dis à dessein négociateurs parce que... rappelle-moi le chiffre, c'était... Oui, donc alors, il y a deux chiffres qui sont très forts. Enfin, on voit que des des hommes, en gros, sur la photo. Déjà, 133 chefs d'État, 15 femmes. Et puis après, bon, si on prend à l'échelle plus longue de l'histoire des COP, on sait que bien sur les 29 COP, donc on prend en compte la prochaine en Azerbaïdjan, il y a 5 COP qui ont été présidées par des femmes. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, les chiffres de la parité ont plutôt progressé. On sait alors on va se réjouir d'un 60-40%. Bon, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est bien mieux qu'au début des COP. Donc en termes de parité de représentation, on avance, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir la répartition du temps de parole. Et là, on voit par exemple que les hommes ont un temps de parole largement supérieur dans le cadre des COP. On est à 75-80% du temps de parole associé aux hommes. Donc voilà, il y a encore plein de défis comme ça qui montrent aussi une sous-représentation des femmes dans les arènes de négociation climatique, et donc alors même que leur représentation et leur visibilité dans le champ politique est essentielle pour relever le défi des changements climatiques. Et de toute façon, pour faire entendre la plus grande diversité de points de vue possible. Vous me disiez aussi, quand on s'est eu au téléphone, que les catastrophes naturelles augmentaient considérablement les violences conjugales. J'étais assez frappée des chiffres que vous me donniez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, par exemple, après Katrina, il y a eu 98% de violences sur les femmes en plus, et suite à un cyclone qui avait touché Vanuatu, 300% de violences faites aux femmes en plus. Comment est-ce que vous réagissez, Najat, à toute cette question de genre et climat, et comment est-ce que tout ça peut aussi guider des politiques publiques qui soient aussi plus inclusives et qui prennent ça en considération? D'abord, je trouve que c'est fort, en effet, de rappeler que c'est pas que dans les pays du Sud, parce qu'aux États-Unis aussi, après l'ouragan, on avait constaté que les 2/3 des victimes étaient des femmes, pour le coup, noires américaines. Donc, il y a vraiment cette question de la vulnérabilité particulière. Tout ce qui vient d'être dit est juste. Je voulais juste le conforter parce que nous, on a beaucoup étudié la situation, par exemple, au Burkina Faso. Depuis, vous avez conscience, évidemment, qu'avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec l'augmentation terrible des prix alimentaires, etc., on a de plus en plus de gens qui sont en situation de famine dans les pays dont on est en train de parler. Et du coup, la sécheresse au Burkina Faso est aussi venue rajouter à tout cela. Et qu'est-ce que ça a comme effet direct sur les femmes? C'est une augmentation de l'insécurité, parce que comme ce sont elles qui vont chercher les ressources alimentaires ou l'eau, etc., elles sont obligées d'aller de plus en plus loin, là où elles sont de moins en moins en sécurité, et elles sont très souvent, en ce moment même, les victimes des rebelles djihadistes au Burkina Faso. Donc l'augmentation des violences, on la voit vraiment très très concrètement. Et il y avait une étude qui avait été réalisée, je crois, aux Philippines il y a quelques années, quand il y avait eu un ouragan aux Philippines aussi, qui avait démontré que la traite des êtres humains aussi augmentait. Donc en fait, si vous voulez, le mécanisme, il est simple, c'est que quand il n'y a plus de normes, il n'y a plus de cadre, et bien évidemment, les plus vulnérables sont toujours encore plus vulnérables. Pour en venir justement à la question des pistes de solutions et nourrir notre réflexion, j'appelle à la barre désormais le deuxième témoignage. Je m'appelle Lou et samedi j'ai participé à la commission d'enquête et cela m'a inspiré ce plaidoyer. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Cette affirmation n'est pas une revendication utopique. C'est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée en 1948 par l'ONU. La liberté de circulation est un droit fondamental. Un droit fondamental, oui, mais pour qui? Pour aller où? En réalité, aujourd'hui, chaque personne est libre de quitter son pays, mais pas d'entrer dans un autre. Alors, à l'heure du changement climatique, certaines populations à travers le monde sont plus vulnérables que d'autres. Plus vulnérables parce que plus pauvres,
plus exposées à ces grands bouleversements. Et ce sont elles à qui on refuse le droit à la libre circulation. À l'inverse, les populations des États occidentaux, les plus responsables du changement climatique, celles-là sont libres de se déplacer où bon leur semble, sans conditions ni restrictions. Alors, liberté de circulation, une belle déclaration, mais à sens unique, du nord vers le sud, et surtout pas du sud vers le nord. Pourquoi une telle différence ? Pourquoi les frontières sont-elles ouvertes dans un sens et fermées dans l'autre ? On nous dit que la question est trop complexe, trop sensible. Cette soi-disant complexité cache en réalité une peur irraisonnée. La peur de l'autre, la peur de l'étranger, racisme, discrimination, la peur de perdre notre privilège, notre confort. Au nom de quoi cette peur justifie-t-elle de laisser des êtres humains mourir en Méditerranée ? Ou être capturés, être emprisonnés sans jugement, vendus, rançonnés ? L'idée fantasmée d'embouteillage aux portes de l'Europe est brandie comme un bouclier face à ces âmes venues d'ailleurs, ces milliers d'âmes dont l'humanité même est niée. Alors nous, qui sommes ici, avons-nous conscience de notre chance d'être nés du bon côté de la Méditerranée ? D'être nés libres de circuler. Et pourquoi nous et pas eux ? Sujet trop complexe pour qui ? Pas pour nous, pas ici, où le projet d'Union européenne se fonde justement sur une liberté de circulation à grande échelle. Alors que des millions de personnes à travers le monde vont être déplacées dans les prochaines années, il est grand temps de poser le sujet sur la table, d'exploser ce tabou, pour ne pas perdre notre humanité en leur déniant la leur. Merci beaucoup. Je vous pose une question ouverte. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage et est-ce que vous pensez, comme le défendent certaines intellectuelles aujourd'hui dans le débat public, qu'il faut abolir les frontières aujourd'hui ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse abolir les frontières. Je pense que tout pays a besoin d'avoir un cadre, des normes, et que c'est bien naturel dès lors qu'on vit en société que de se fixer ces normes, ce qui veut dire de la régulation par définition, et que c'est précisément avec de la régulation qu'on fait en sorte que les choses puissent se passer le mieux possible, que ça n'est pas dans un monde dans lequel on n'a plus aucune norme que ça peut advenir. En revanche, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que c'est très important à chaque fois qu'on évoque ce sujet, et peut-être qu'on ne l'a pas fait depuis le début, nostra culpa, de rappeler que les misères dont on est en train de parler et qui aujourd'hui affectent le sud du monde, demain affecteront le nord du monde. Parce que le changement climatique, il nous arrive aussi. Et je veux dire, dans les projections qui sont faites, des villes qui vont peu à peu disparaître sous les eaux, par exemple, on sait qu'il y a y compris des villes européennes ou des villes américaines. Je sais pas, une ville comme Bordeaux apparaît très haut placée dans quelques décennies pour être vraiment en grande difficulté. Et les 2 tiers du territoire français, en fait, sont exposés à des risques climatiques. Hein, donc. Absolument. Et il y a eu un très bon, je vous le recommande si vous arrivez à le retrouver, mais une très belle tribune qui était rédigée par un chercheur il y a quelques mois de ça dans Le Monde, qui se projetait, c'était de la politique fiction, de la prospective, à horizon, je crois, 2050 ou 2060, et c'était les gens du Nord qui avaient, enfin en l'occurrence de l'Europe, qui avaient besoin de trouver refuge ailleurs. Et donc ça racontait comment est-ce que finalement le ailleurs, qui était devenu peut-être plus habitable, parce qu'il ne faut jamais oublier, on a beaucoup parlé d'Afrique tout à l'heure, que par exemple l'Afrique, à contrario, a en son sein des poches, on va dire, de développement soutenable, parce que, pour plein de raisons, parce qu'il y a plein de forêts, parce qu'il y a de l'énergie solaire, parce qu'il y a des tas de matières premières dont on a besoin, etc., qui demain s'avéreront peut-être précieuses pour des gens qui fuient d'autres territoires qui seraient en difficulté. Donc en fait, les règles qu'on est en train d'inventer, mais enfin que personne dans le débat public ne cherche à inventer, comme tu le disais tout à l'heure, mais qu'il faudrait qu'on invente, il faut qu'on les pense comme servant à nous protéger, y compris nous, demain. Voilà, c'est pour ça qu'elles doivent être universelles. Est-ce qu'on peut imaginer un avenir dans lequel la liberté de circulation, elle sera réellement effective et que, justement, il n'y aura pas de hiérarchie entre les personnes en fonction de ce qu'elles ont sur leur pièce d'identité ou leur passeport ? Alors, je suis désolée, mais je vais être à nouveau déprimante. J'ai pas l'impression que ce monde soit envisageable aujourd'hui. Non, bien sûr. Enfin, ça me fait beaucoup de peine, mais j'aimerais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit.
pour en fait rappeler deux faits qui me semblent très importants, justement aussi pour revenir sur cette question de l'instrumentalisation et de la manière, de la terminologie en fait qu'on utilise pour qualifier les déplacements de population. D'une part, il n'y a aucun lien entre un déplacement de population et une dégradation de la situation sécuritaire ou la production de conflits. Et ça, on l'oublie très souvent quand on nous décrit des vagues migratoires comme une invasion menaçante, quelque chose qui viendrait produire de la guerre civile sur, évidemment, c'est toujours notre territoire qui est envahi. Et donc, scientifiquement, on ne fait pas de lien aujourd'hui entre l'arrivée de populations déplacées et la production de conflits, d'insécurité, d'instabilité politique. Ça, c'est un lien qui n'existe pas. Donc déjà, tout le vocable péjoratif qui tourne autour de la question migratoire, il est scientifiquement difficilement justifiable. Et il y a un deuxième point qui est que les changements climatiques donc produisent, on l'a vu, une hausse des déplacements internes. Ça, c'est assez évident. On l'a vu sur nos courbes, ça monte les déplacements internes. Par contre, il n'y a pas de lien entre les changements climatiques et la hausse des déplacements à l'échelle internationale. Je veux dire, des déplacements transfrontaliers. Il y a même des études qui tendent à prouver que les changements climatiques ont tendance à réduire les capacités de se mouvoir des populations. Et donc, il y a notamment des études de cas au Burkina Faso, au Mali, etc., qui nous montrent que plus les changements climatiques se manifestent, notamment sous la forme de sécheresse, moins les populations se meuvent en dehors de leurs frontières. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt se mouvoir en interne dans leurs frontières actuelles. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'aujourd'hui, et on en a parlé un petit peu plus tôt dans la journée, cette question des migrations climatiques, c'est instrumentalisé par des idéologies identitaires, nationalistes, qui essayent de nous raconter que demain, de l'autre côté de la Méditerranée, on va voir arriver des vagues de centaines de milliers de personnes qui vont chercher à quitter leur pays d'origine. Ça n'est tout simplement pas fondé scientifiquement. Donc le sujet politique fondamental, c'est pas comment on se protège de personnes qui ne vont sans doute pas venir dans les proportions qu'on fantasme, mais plutôt comment on les aide à quitter un territoire inhabitable. Alors du coup, je convoque votre pièce à conviction, Najat. Donc c'est la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Et la raison pour laquelle vous vouliez en parler, c'est parce que justement, cette Convention de Genève, elle ne reconnaît pas les réfugiés climatiques. Alors la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il faudrait la changer aujourd'hui ? Est-ce qu'une des réponses, c'est aussi de changer les textes de loi, les textes institutionnels pour reconnaître cette nouvelle réalité migratoire en quelque sorte ? C'est pas du tout évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident ? Le fait de savoir si le plus pertinent est de amender la Convention de Genève pour que le statut de réfugié concerne aussi la dimension climatique, car ça n'est pas le cas aujourd'hui. La Convention de Genève, donc, qui date de 1951, dit très précisément la chose suivante. Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte ne veut, se réclamer de la protection de ce pays. Donc c'est la persécution qui est l'élément déterminant du droit des réfugiés, on va dire. C'est le fait d'avoir été victime d'un fait discriminant commis par l'homme et pas par l'environnement. Donc la question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il serait pertinent de rajouter cette dimension environnement ou pas, sachant qu'on n'est pas tout à fait sur le même sujet, comme ça a été très bien expliqué depuis le début. Les déplacés climatiques vont plutôt en réalité juste à côté, soit ils restent dans leur pays, ils changent de territoire, soit ils vont juste à côté. Donc est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un besoin de coopération entre pays voisins, par exemple, plutôt que de rentrer cette dimension environnementale dans la définition des persécutés ? Donc est-ce que la meilleure solution, c'est de changer ce texte ou de créer une autre forme de gouvernance mondiale de l'exil climatique, on va dire ça comme ça ?
moi, je serais plutôt pour créer une autre gouvernance mondiale de l'exil climatique, parce que je pense que, par définition, on ne pourra pas se contenter, comme on le fait avec les persécutés d'aujourd'hui, de traiter la situation individuelle de la personne. Lorsque les gens seront amenés à fuir pour des raisons environnementales, c'est toute une communauté qu'il faudra prendre en charge, c'est des mesures d'adaptation, etc., qu'il faudra financer. Donc je pense qu'il y a un autre système multilatéral de coopération qui est à inventer. Et justement, alors aujourd'hui, on l'a vu, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là au niveau international ou même au niveau européen. Donc ça, c'est un article qui date de 2021, qui est basé sur un rapport qui explique que le G7 investit, donc les pays du G7, donc les pays les plus riches globalement, investissent 2 fois plus dans des murs à leurs frontières plutôt que dans la finance climat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ces pays-là investissent pour se préparer à d'éventuelles conséquences des événements climatiques plutôt que de donner de l'argent à des pays pour qu'ils puissent faire face en fait aux effets du dérèglement climatique ou potentiellement aussi justement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et le faire d'ailleurs eux-mêmes. Finalement, est-ce que Marine, c'est aussi ça la solution, c'est vraiment d'agir à la base du problème, et quelles seraient les politiques qui pourraient être mises en place dès maintenant avec un peu de volonté? Oui, alors effectivement, là, on se tire complètement une balle dans le pied, et la solution de base, c'est de s'investir dans les objectifs d'atténuation qu'on se fixe, donc de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. On voit aujourd'hui que ça n'est pas le cas. On cherche tous les petits raccourcis, les moyens un petit peu détournés pour contourner ces mesures-là, contourner ces objectifs. On le voit avec les investissements notamment dans le cadre de la COP28, on a vu qu'on préférait très lourdement insister sur les technologies de captage du carbone plutôt que sur la réduction a priori donc des émissions en amont. Ça, c'est le premier point. Donc commencer par tenir les engagements en matière d'atténuation. Effectivement, deuxième point, et on en parlait au tout début de notre discussion, c'est la question de l'adaptation. Le seul moyen aujourd'hui pour préserver l'habitabilité des territoires, c'est d'adapter les infrastructures, que ce soit donc les bâtiments, les habitations, les routes, les systèmes de santé. Tout cela, ça doit être adapté pour être d'autant plus résilient à l'ensemble des catastrophes. Et aux chaleurs extrêmes, aux inondations. Exactement. Adapter les pratiques et le système agricole à de nouvelles conditions, adapter la végétation. Enfin voilà, les mesures d'adaptation, il y en a vraiment un panel très diversifié. Aujourd'hui, si l'on tient, comme le font la plupart des pays du G7, à voir la question migratoire comme une question avant tout sécuritaire, le meilleur moyen de se prémunir de cette éventuelle menace sécuritaire, c'est de commencer par diminuer les facteurs de mobilité liés au changement climatique, donc de participer au maintien de la viabilité des territoires. Et simplement pour donner un chiffre, donc aujourd'hui, selon les estimations, donc les pays qui sont en première ligne du dérèglement climatique, souvent en développement, ils devraient mobiliser entre 215 et 387 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie pour s'adapter aux effets du changement climatique. Et l'accord de Dubaï a prévu de faire passer les financements de 20 à 40 milliards. Et sur la question des pertes et dommages, donc c'est après 30 ans de lutte, là, cette année à la COP28 à Dubaï, il y a enfin un fonds qui a été créé. Donc les pertes et dommages, c'est tous les effets économiques qui sont créés par ces catastrophes naturelles et ces événements climatiques extrêmes. On est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, puisque les pays ont promis 700 millions d'euros, alors que le coût estimé, il est entre 200 et 580 milliards d'euros d'ici à 2030. Simplement juste en termes de coût de tous ces événements climatiques extrêmes. Quand on entend ça en tant que citoyenne, citoyen qui s'intéresse à ces questions, comme c'est le cas pour vous ce soir, on se dit mais comment est-ce que moi je peux me battre pour la justice climatique à mon échelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire en sorte que justement les États, et notamment les pays les plus riches qui sont les premiers responsables du réchauffement climatique, en fait, simplement déjà tiennent leurs promesses de financement et peut-être même aillent encore plus loin ou s'inspirent d'exemples de coopération que vous donniez tout à l'heure ? D'abord, il y avait un gap dans les besoins et les attendus
Et ce à quoi se sont engagés les États, c'était ça, ton dernier propos. J'ai envie de dire, il y a un autre gap qui est assez extraordinaire et qu'on a mesuré chez One. En fait, depuis 2009 maintenant, il y a de très nombreux engagements qui ont été pris, que ce soit dans les COP ou au G7, au G20, etc. Rappelez-vous les 100 milliards de dollars qui devaient être versés par le Nord en direction du Sud pour l'atténuation en 2009, etc. À chaque fois, quand qui n'ont toujours pas été versés, mais quand vous mettez bout à bout tous ces engagements, ça fait un certain montant très important. Bon, et alors nous, ce que nous sommes allés faire, c'est que nous avons vérifié la réalisation de ces engagements, parce que l'OCDE, auprès de laquelle les États disent ce qu'ils ont versé ou pas versé, l'OCDE nous fait remonter quand même des engagements qui sont sur le point d'être tenus, donc des chiffres réjouissants, etc. Donc on a repris tous les chiffres et on a touillé tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était très loin du compte, que les 2/3 des financements qui avaient été promis et soi-disant réalisés, en fait, ne l'ont pas été. Pourquoi ils ne l'ont pas été ? Soit parce qu'on a comptabilisé des choses qui étaient de simples engagements, mais qui n'ont jamais été décaissés. Donc, par exemple, imaginons un État du Nord s'engage à financer des éoliennes dans un État du Sud, et puis finalement, le projet ne se fait pas parce qu'il y a eu un changement de gouvernement ou je ne sais pas quoi. Eh bien, ça, c'est comptabilisé alors que le truc n'a pas été réalisé. Soit parce que dans la façon de comptabiliser la finance verte, entre guillemets, on met des choses qui sont absolument ubuesques. Par exemple, dès lors qu'on va avoir un panneau solaire installé au-dessus d'un aéroport, on va comptabiliser l'aéroport entier comme un projet de finance verte. En Italie, une usine de chocolat est comptabilisée ainsi. Enfin, c'est hallucinant. Et donc ça n'est contrôlé par personne en réalité. Et donc pour répondre à ta question, que peuvent faire les citoyens ? La première chose, c'est de demander à leur gouvernement qu'ils tiennent leurs engagements et qu'il y ait de la transparence sur tout ça. Je vais appeler à la barre la toute dernière personne qui viendra à la barre ce soir, donc Julia Ferloni, pour nous présenter une pièce du MUCEM qui va nous permettre... Merci pour les applaudissements. Merci. Qui va nous permettre d'ouvrir la discussion pour pouvoir en fait comprendre que parfois, on peut être obligé d'avoir des sortes de migrations professionnelles qui sont liées aux effets du dérèglement climatique. Oui, merci Paloma. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, l'objet que vous avez sous les yeux, qui est une baratte, cet objet-là, par sa production, il est lié à des questions de migration économique et professionnelle induites par le changement climatique. Donc en fin des années 90, il y a 2 potiers français qui se rendent compte que les ateliers de poterie du sud Maroc vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que le désert avance. Et puisque le désert avance, ils ne vont plus pouvoir alimenter les fours qui permettent de faire toute cette poterie domestique, donc qui ne sert pas qu'à faire des barattes, mais à faire des jarres à eau, des jarres à date, des jarres à huile, tout ce qui est dans l'écosystème domestique. Et puisqu'ils ne peuvent plus alimenter leurs fours qu'ils allumaient avec du combustible d'origine végétale, nos 2 potiers français se disent comment faire pour aider les collègues et faire en sorte qu'ils continuent leur activité, donc qu'ils maintiennent un savoir-faire et surtout qu'ils ne quittent pas ces régions du sud du Maroc où ils vivent pour aller grossir la population urbaine au Maroc et voire même traverser la Méditerranée. Avec l'aide de l'ambassade de France et du ministère de l'artisanat marocain, ils font un atelier de confection de fours à gaz et donc forment leurs collègues à les utiliser. Et puis, sur tout le stand du chantier, ils se disent quand même, on pourrait faire un truc en plus pour donner de la visibilité à ces potiers, à leur savoir-faire et donc à cette technique particulière de la terre cuite. Il faudrait qu'on puisse collecter des objets, qu'on puisse aussi garder une trace de ces savoir-faire et puis qu'on montre en Europe ce que c'est. Et donc ils vont dans tous ces ateliers, ils collectent des pièces, 120 à peu près, et puis ils ramènent ces objets en France, donc ils exposent pas mal en France, ils exposent aussi aux Pays-Bas, ils se contentent pas de montrer les objets, ils font aussi venir les artisans, leurs collègues marocains, pour donc donner de la visibilité à leur travail. Donc voilà, un exemple modeste, on est un peu dans l'ordre de la petite part du colibri cher à Pierre Rabhi, qui montre comment 2 de nos compatriotes ont essayé de se poser la question de limiter la migration professionnelle à cause du dérangement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup Julia.
Est-ce que vous avez envie de réagir rapidement avant qu'on donne la parole à la salle ? Enfin, sur cette question de, finalement, parfois, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que les causes des migrations, elles sont multiples. Est-ce qu'en fait, on doit aussi se préparer à ce genre de choses, c'est-à-dire au fait qu'on ne pourra plus faire notre métier quand on travaille des matières premières, là où on vit ? Oui, tout à fait, en fait. Alors, c'est très compliqué à estimer pour l'instant, mais une très large partie des migrations ou des déplacements qu'on pourrait considérer comme climatiques sont également des déplacements économiques. Et ça, on en a plein des exemples. Effectivement, on va bouger pour pouvoir préserver son activité professionnelle. Donc c'est le cas, notamment, c'est ce qui fait tous les conflits agro-pastoraux dans de nombreuses régions de l'Afrique, où finalement, ce sont les éleveurs qui bougent, qui migrent, qui se meuvent différemment, et ce qui fait qu'on va avoir après des conflits d'usage des terres, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des conflits agro-pastoraux, parce que sinon on y est pour toute la soirée, mais disons que vraiment, l'une des traductions, ou en tout cas l'un des facteurs premiers d'un déplacement climatique, en fait, c'est un déplacement pour assurer une activité économique. Donc soit préserver son activité professionnelle, et dans ce cas-là, on va se déplacer à un endroit où elle est encore viable, ou bien on va changer carrément d'activité professionnelle. Et la manière dont ces facteurs environnementaux et ces facteurs économiques se fondent les uns dans les autres, c'est aussi l'une des grandes difficultés que nous, on va rencontrer pour la quantification et l'identification des migrations. C'est la fin de ce procès du siècle. Merci à toutes les deux d'être venues à Marseille témoigner. Merci à Julia Ferloni, merci aux personnes qui ont participé à la commission d'enquête. Merci beaucoup, bonne soirée. Cette séance a été enregistrée le 22 janvier 2024 avec la participation de Marine de Guglielmo-Weber, Najat Vallaud-Belkacem, Julia Ferloni et Paloma Moritz à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.